Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Marie-Thérèse Lucier. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui pour partager avec vous les recommandations concernant la gestion des échantillons de médicaments dans les groupes de médecine de famille du Québec. Évidemment, c'est moi qui est ici, mais je tiens à remercier l'ensemble des chercheurs qui ont contribué à cette démarche au cours des dernières années. Alors, vous voyez les noms de mes collaborateurs à l'écran. D'abord, un grand merci à Fatoumata Binta Diallo, la coordonnatrice de recherche qui était là dès le début du projet, et comme co-chercheur des différentes universités qui apparaissent à l'écran, Dr. Andrea Lessard de l'Université Sherbrooke, Dr. Pierre Pluy de l'Université McGill, Dr. Roland Grad aussi de l'Université McGill, du département de médecine de famille, et les Dr. Michel Labrec et Caroline Réaume du département de médecine de famille, médecine d'urgence de l'Université Laval. Donc, les 4 appels étaient participants à cette longue démarche que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Alors, merci beaucoup au Réseau 1 pour cette invitation, parce que ça fait partie de nos efforts de diffusion des recommandations qui sont issues de ce travail. Donc, vous savez, derrière des recommandations, il y a toujours une petite histoire. Et la nôtre, elle a commencé en 2012, alors que j'étais assise en fin de journée de supervision avec 2 résidentes de médecine familiale du GMFU dans lequel je travaillais à ce moment-là, qui me disaient avoir un intérêt à étudier l'influence des compagnies pharmaceutiques sur le comportement de prescription des médecins de famille. Elles étaient intéressées à comprendre les relations entre les compagnies pharmaceutiques et leur profil de prescription. Alors, j'ai dit que c'était une excellente idée. Et puis, nous étions dans une salle de supervision qui me donnait une très, très belle occasion de leur montrer comment les compagnies pharmaceutiques pouvaient très concrètement influencer leur comportement. Et voilà, c'était l'armoire à échantillons. Il faut dire que nous venions de déménager et l'armoire était dans un état assez, disons, le désordre prédominait dans l'armoire à médicaments, mais ça, c'était l'armoire des échantillons. Alors, je leur ai dit, vous savez, on peut regarder d'un point de vue très théorique quelle est l'influence des pharma au travers, par exemple, les contacts dans les clubs de lecture ou encore des grandes études qui sont présentées et qui sont financées par l'industrie, mais de façon très proximale, juste en se tournant, en ouvrant les portes de cette armoire qui n'était pas verrouillée. Alors, voici la présence des compagnies pharmaceutiques et est-ce que ça vous intéresse qu'on regarde ça ensemble? Et évidemment, elles ont dit, moi, Dr. Lucier, je pense que c'est peut-être intéressant qu'on se penche sur les échantillons de médicaments. Donc, c'est tout là que ça a commencé, le travail qui a mené finalement aux recommandations qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, tout ça, ça a commencé par une activité d'amélioration continue de la qualité dans une GMF de nos rappels en 2012. Suite à ça, l'arrivée du réseau 1 nous a donné l'opportunité d'avoir un financement de départ pour un travail inter-rappel, un projet de recherche de démarreur de notre collaboration inter-rappel. Donc, je remercie encore une fois le réseau 1 pour le financement et le Collège des médecins de famille du Canada qui nous avait octroyé comme groupe une bourse Janus pour effectuer le travail non seulement dans une UMF, mais dans l'ensemble des cliniques de médecine de famille universitaires du Québec. Donc, on a mis en place le projet en 2013-2014. Je reviendrai aux aspects plus spécifiques de cette recherche-là. Ça a mené évidemment à plusieurs présentations scientifiques dans des congrès, dont l'Assemblée annuelle de nos départements, l'Assemblée annuelle scientifique du Réseau 1, l'Assemblée annuelle du Collège des médecins de famille du Canada et même du North American Primary Care Research Group. Donc, on a été très actifs pour diffuser les résultats de notre travail scientifique auprès de nos collègues dans le milieu académique. Mais on se disait, ce serait vraiment important que ces données-là puissent atteindre d'autres cliniciens qui ne sont pas liés de si près au groupe de médecine de famille universitaire.
Et en 2018, suite aux discussions avec le Réseau 1 Québec, nous avons obtenu une subvention pour du transfert de connaissances vers des milieux de pratique non académiques. Et c'est le résultat aujourd'hui de ce travail de diffusion des connaissances que j'aimerais partager avec vous. Donc, c'est vraiment un très, très bel exemple d'une question de recherche qui est issue d'un milieu de pratique et qui va avoir des retombées, je pense, sur la pratique. Donc, on est en train de boucler la boucle, ce qui est fort intéressant. Et je pense que toute notre équipe que je représente aujourd'hui est très fière du résultat. Donc, au travers de tout ce cheminement-là, les questions qui se sont posées, c'est est-ce qu'il y a des problèmes de sécurité? Est-ce que ces produits-là, si on les utilise, comment ils sont gérés dans nos cliniques de médecine de famille, est-ce que ça soulève des questions de sécurité de soins et de qualité de soins pour nos patients? Puis, c'est quoi les problèmes éthiques aussi potentiellement liés à l'utilisation de ces produits-là? Il y avait quand même une grande littérature qui traitait de ces deux problèmes-là. Donc, c'est vraiment le cadre dans lequel on a conçu, je vous dirais, le contexte sur lequel nos questionnaires et notre investigation se sont appuyés. Alors, comme on a vu dans la diapo précédente, de ces enjeux-là qui ont été soulevés dès le premier exercice d'amélioration continue de la qualité qui a été fait dans une GMF, on a transposer ça pour une étude à grande échelle dans l'ensemble des GMFU du Québec, où on a fait notre projet de recherche qui a mis en œuvre les 4 réseaux de recherche axés sur les pratiques de première ligne du Québec. Donc, à l'époque où l'enquête a été effectuée, il y a 42 GMFU du Québec qui ont participé. Et de ces 42 GMFU du Québec, il y en avait 33 à ce moment-là qui avaient une armoire à échantillons. Il y avait donc 11 milieux qui avaient abandonné l'idée d'une armoire à échantillons. La première question qu'on s'est posée, c'était de savoir quelle est la trajectoire des échantillons, de leur entrée au GMFU à leur sortie. Alors, je vais aller doucement ici. Vous allez voir, je vais vous accompagner rapidement dans le cycle qu'on a identifié parce que c'était un peu magique, hein? On ouvrait la porte, puis il y avait des médicaments, mais personne n'avait vraiment fait l'effort de comprendre quelles étaient toutes les étapes entre l'arrivée de ce médicament-là sous forme d'échantillon. Un échantillon est un produit qui est fourni par une compagnie pharmaceutique de façon gratuite. Donc, ce n'est pas des médicaments qui sont achetés par le GMFU et qui sont mis dans leur réserve. Donc, c'est une autre catégorie de médicaments. Ça, c'était la première distinction qu'on a faite. Puis ensuite, on s'est dit, comment ça marche, ça? Comment ça se fait qu'on reçoit des échantillons? Puis, comment on les utilise? Donc, on a voulu, dans un premier temps, décrire cette trajectoire-là. C'est ce qui nous a permis ensuite de développer des questionnaires qui nous permettaient d'explorer l'ensemble des moments de cette trajectoire-là pour avoir une meilleure compréhension de l'utilisation. Donc, dans le schéma qui est devant vous, on a le G et le U, et le G correspond à la personne qu'on appelle le gestionnaire, la personne qui voit à la réception et à l'organisation et à la mise en entreposage, tandis que le U réfère à l'utilisateur ici. L'utilisateur, donc celui, par exemple, le clinicien qui va aller dans l'armoire pour recueillir un échantillon et possiblement le prendre pour lui-même, sa famille ou encore pour un patient. Donc, la première chose qu'on s'est dit, c'est avant que ça rentre, quand le représentant pharmaceutique arrive dans nos cliniques, est-ce qu'il y a une politique d'utilisation des échantillons et est-ce qu'on a une description des rôles et des responsabilités du gestionnaire et de l'utilisateur? Est-ce que ça existe, ça? Y a-t-il un cadre formel? Est-ce qu'il y en a un ou il n'y en a pas un? Ensuite, est-ce qu'on sait si chacune des cliniques a déterminé un ensemble de critères de sélection des échantillons conservés à la clinique et, ce qui est sous-entendu, des échantillons que les cliniciens trouvent pertinents et utiles?
Bref, est-ce que c'est eux qui font la demande aux représentants pharmaceutiques ou c'est le représentant pharmaceutique qui, lui, nous fait des propositions et même dépose dans les armoires les produits que eux jugent intéressants. Donc, il y avait toute la question de, avant que l'échantillon arrive dans l'armoire, est-ce qu'il y avait des étapes préliminaires pour l'acceptation de cet échantillon-là? En supposant que oui ou que non, l'échantillon arrivait, il doit être reçu et entreposé dans un espace qui est dédié. Une fois qu'il est dans l'espace, est-ce qu'il y a une vérification des dates de péremption? Puis est-ce qu'il y a un inventaire qui est fait de façon régulière pour savoir qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est classé correctement? Est-ce qu'il y a un classement? Et si la date de péremption, elle est dépassée, est-ce qu'il y a un mécanisme pour retirer les produits périmés de façon sécuritaire et de voir à leur destruction? Alors, en supposant que l'échantillon reste dans l'armoire, ensuite, on passe à l'utilisateur. La personne qui ouvre l'armoire et qui se dit « Ah, mais est-ce qu'on a un échantillon? J'ai peut-être besoin d'un échantillon pour un patient. » Quelle est notre motivation à donner un échantillon à un patient donné? Comment est-ce que je sélectionne l'échantillon pour la personne visée? Est-ce que je trouve dans l'armoire le médicament que je pensais aller trouver? Et si oui, est-ce qu'il est bien adapté à l'utilisateur qui est visé? Excusez, j'ai un petit peu de difficulté avec ma flèche ici. Alors, évidemment, si l'utilisateur qui est le clinicien, à l'occurrence ici, le médecin de famille, le résident, l'IPS, une personne autorisée à prescrire le médicament, il doit évidemment retirer l'échantillon du lieu d'entreposage. Il doit remettre l'échantillon à la personne visée, au patient, et il doit documenter au dossier la remise de l'échantillon. Et ce qui n'apparaît pas ici à l'écran, c'est que dans cette documentation-là, ce qui est sous-entendu, c'est que le pharmacien communautaire devrait être avisé de la remise de cet échantillon-là. Donc, en un tour de piste, on voit quand même l'ensemble des moments importants liés à l'utilisation d'un échantillon dans une clinique. Alors, le projet de recherche qui est à la base ici des recommandations qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'était une étude descriptive transversale. Elle a été faite, comme je l'ai déjà dit, dans 42 GMFU du Québec, dont 33 avaient une armoire à échantillons. On a 859 cliniciens et gestionnaires qui ont participé à la partie enquête de cette recherche. En termes d'instruments de mesure, mais on avait 2 questionnaires qui ont été développés bien arrimés à la trajectoire de l'échantillon qu'on vient de revoir ensemble. Et dans chacune des 42 GMFU, quand il y avait une armoire, les gestionnaires des échantillons qui ont été identifiés ont tous répondu au questionnaire qui leur était destiné. Et pour ce qui est des utilisateurs d'échantillons, on a des médecins résidents de médecine de famille qui ont répondu et les cliniciens enseignants et les pharmaciens de ces GMFU-là également étaient des répondants qui étaient sollicités. 859 de ces personnes-là ont répondu à un ou 2 des questionnaires. Ensuite, on a fait un relevé des armoires à échantillons. Et pour ce faire, nous avons eu l'aide d'étudiants en pharmacie qui avaient développé une grille qui nous permettait d'identifier le nombre de doses individuelles disponibles et de faire une évaluation du coût marchand, de la valeur marchande des produits que les compagnies pharmaceutiques mettaient à la disposition des équipes cliniques. Et ça, c'était vraiment une nouveauté par rapport à d'autres études où des enquêtes avaient été proposées, comme nous, on l'a fait. Puis, finalement, on a fait un inventaire des politiques. À chacune des 42 GMFU, on a posé la question, est-ce qu'il y a une politique de gestion des échantillons de médicaments pardon, dans votre CIS ou CIUS? Si oui, est-ce que vous le connaissez? Et avez-vous une liste de critères de sélection des
des médicaments en échantillon pour votre clinique? Et avez-vous une politique également des liens entre les représentants pharmaceutiques et vos résidents et cliniciens? Donc, ça, c'était la méthodologie de la recherche qui a été faite dans le projet démarreur Interrappel. Quels sont nos principaux résultats? Bien sûr, ici, je vais lire avec vous nos principaux résultats de façon très schématique. La première chose, c'est qu'au niveau des politiques encadrant la gestion de l'utilisation des échantillons de médicaments, la connaissance de celle-ci par les professionnels, nos répondants, variait considérablement d'un GMFU à l'autre quand il y avait des politiques. Les échantillons de médicaments retrouvés dans les GMFU ne correspondaient pas à la vaste majorité des besoins des patients et des cliniciens. Donc, il y avait un disconnect entre les produits disponibles dans l'armoire à échantillons et les besoins ou les problématiques courantes vues en médecine de famille. L'espace de rangement des échantillons qu'on appelle l'armoire à échantillons n'était vraiment pas toujours sécuritaire. Souvent, elle était dans un endroit qui était accessible, par exemple, au personnel clérical ou au personnel de l'entretien ménager. Et ce n'était pas verrouillé la plupart du temps. Je vous rappelle, puis on le verra peut-être un peu plus tard, qu'il y a une grande proportion des médicaments dans ces armoires-là, qui sont des médicaments qui sont disponibles sous prescription uniquement et que dans les pharmacies communautaires, ce sont des médicaments qui ne sont pas en vente libre et qui ne sont pas accessibles aux clients. Donc, verrouillé, que ce ne soit pas protégé, poser un problème dans plusieurs des GMFU. En fait, et là, je viens de le dire, l'accès aux échantillons de médicaments nécessitant une ordonnance médicale n'était pas limité aux cliniciens autorisés. Et ça posait un problème de sécurité. Petite histoire, dans une des GMF, on a su que le personnel clérical, les secrétaires, entre autres, s'approvisionnaient en contraceptif oral de cette façon-là, sans nécessairement avoir eu une évaluation médicale. Si on continue les principaux résultats, en termes des contacts entre les représentants pharmaceutiques et les résidents ou l'armoire à échantillons, il y a certains endroits où les représentants pharmaceutiques allaient eux-mêmes déposer les échantillons une fois que la signature d'un clinicien avait été obtenue par une secrétaire. Et donc, il y avait accès. Et on nous a raconté de façon anecdotique que les représentants pouvaient pousser d'un côté les produits d'un compétiteur. Donc, ce n'était pas quelqu'un de la clinique qui gérait le contenu. En fait, un autre dossier à un autre niveau, c'est qu'on a vu, les cliniciens nous ont indiqué dans leur sondage qu'il leur arrivait d'utiliser des échantillons de médicaments pour leurs fins personnelles, des fins personnelles ou pour des gens de leur famille. Le suivi du dossier de la remise de l'échantillon à l'usager et la mention d'un suivi au pharmacien communautaire étaient vraiment sous-optimaux. Alors, c'était très, très, très rarement consigné au dossier. Peut-être le nom du médicament en échantillon était donné, mais pas le lot et pas de note comme quoi on avait dit au patient d'indiquer au pharmacien que ce médicament-là lui avait été donné à la clinique. L'inventaire périodique régulier du contenu de l'armoire aussi n'était pas fait de façon régulière dans la majorité des GMFU. Puis les 3/4 des GMFU n'avaient pas de politique encadrant les relations entre les cliniciens et l'industrie pharmaceutique. Donc, les inquiétudes qu'on avait au niveau de l'approche éthique et l'approche sécuritaire se sont confirmées, qu'on avait eu suite au premier exercice fait dans une GMFU, se sont confirmées quand on a étendu notre étude à l'ensemble des GMFU qui existaient en 2013-2014. Donc, on a parcouru beaucoup, beaucoup de chemin depuis 2012 où on a ouvert ces portes d'armoire à échantillons dans une GMF et pour arriver aux recommandations dont on aimerait vous parler aujourd'hui, qui sont basées sur l'ensemble des informations qu'on a recueillies des questionnaires, de l'inventaire et de l'analyse des politiques.
Donc, la recommandation concernant la gestion des échantillons, c'est un document de 3 pages qui a été préparé, revisé par l'ensemble des chercheurs qui ont contribué à ce projet-là au cours des années. Et j'en profite ici pour souligner la contribution d'un certain nombre de résidents de médecine de famille qui se sont impliqués dans la réalisation de l'étude initiale Interrappel. Donc, quelle est notre principale recommandation? La principale, c'est que pour assurer un usage sécuritaire et éthique des échantillons de médicaments, notre groupe recommande un encadrement rigoureux de la gestion des échantillons. L'usage des échantillons devrait être banni en GMF en l'absence d'un tel encadrement. Ça nous est apparu évident que si des médicaments disponibles sous prescription devaient être remis sous forme d'échantillons, ils devaient être utilisés avec toute la rigueur qu'on retrouve, par exemple, dans les pharmacies communautaires. Alors, ça pose la question des ressources nécessaires pour être en mesure de faire toute une trajectoire du médicament qui respecte les bonnes pratiques et que si les GMF et GMFU n'ont pas les ressources pour assurer un tel encadrement, bien, la recommandation principale, c'est d'abandonner cette pratique-là. Au-delà de cette grande recommandation générale, si un milieu continue de penser qu'il y a un intérêt, parce qu'il y a quand même des cliniques qui nous ont dit qu'il y avait un intérêt pour les patients. Entre autres, dans les cas d'essai d'une nouvelle molécule pour évaluer la tolérance de ce médicament-là et son efficacité avant de faire une première prescription, que ça pouvait faciliter, que, bon, il y avait certains moments de la journée où ça pouvait être difficile d'avoir accès à une pharmacie, puis que d'être en mesure de commencer un traitement immédiatement pouvait avoir un intérêt pour les patients. Et que pour certains patients, ça pouvait être difficile même de payer la partie du médicament qui n'est pas couverte par une assurance au moment de l'achat. Donc, il y avait quand même quelques situations qui pouvaient justifier l'accès à un échantillon de médicaments. Et pour ces cas-là, et dans les cliniques qui veulent poursuivre l'utilisation des échantillons, bien, on a fait une recommandation, une série de 12 recommandations spécifiques pardon, ma série m'interpelle. Alors, 12 recommandations spécifiques qui portent sur à la fois assurez-vous de connaître une politique de votre CIS ou de votre CIUS s'il y en a une. Déterminer ensemble les critères de sélection des produits qui sont nécessaires compte tenu des besoins que vous avez identifiés pour les patients dont vous assurez les soins. Absolument de faire un ménage et d'assurer un entreposage de ces produits-là qui doivent être dans une armoire qui est dans un endroit qui n'est pas accessible au personnel, qui n'est pas un personnel clinique, et si possible d'être dans une armoire verrouillée. Et donc, quelqu'un assure que l'entreposage est fait de façon structurée par classe de médicaments et avec une revision des dates de péremption. L'accès doit être réservé à des cliniciens ayant le droit de prescrire. On doit en faire, comme j'ai dit plus tôt, un inventaire périodique avec une personne responsable, avec des procédures de destruction ou de renvoi des échantillons aux compagnies mères ou à la pharmacie de l'établissement, si on est en établissement. Il faut absolument améliorer la documentation de la remise de cet échantillon-là dans les dossiers pour être en mesure, si jamais il y a un rappel de médicaments, ce qui est quand même assez rare, mais qu'on puisse avoir le lot du médicament pour être en mesure de rappeler un patient qui a reçu un échantillon. Et l'importance en termes de travail interdisciplinaire efficace de s'assurer que le patient avise son pharmacien communautaire
qu'il a eu accès à cet échantillon-là. Donc, les 12 recommandations tournent autour de ces grandes catégories de recommandations. Donc, on voit que l'engagement, si on accepte d'avoir une armoire à échantillons, ça nous engage vraiment beaucoup plus que ce qu'on a vu traditionnellement. Et là, la fameuse trajectoire dont on vous a parlé dès le début, qui a été le début de notre exercice pour comprendre comment le médicament rentrait dans notre UMF et comment il en sortait, ça nous a permis, suite aux données des 2 enquêtes qu'on a fait et de l'armoire, l'analyse de l'armoire à échantillons. D'ailleurs, en passant, j'ai oublié de vous le dire, mais la valeur marchande qui a été estimée par notre inventaire des produits qui étaient mis à la disposition des cliniques était d'au-delà de 200 000 $ pour les 33 armoires à échantillons. Donc, c'est quand même des montants substantiels de médicaments. C'est une valeur importante. Donc ici, on a repris la trajectoire sous un modèle un peu différent, où vous voyez à gauche de votre écran l'entrée des échantillons dans la clinique. Alors, comment nos échantillons doivent rentrer dans la clinique, comment ils doivent rentrer, lesquels doivent rentrer dans l'armoire à échantillons, qu'est-ce que le prescripteur clinicien, quel est le rôle et les tâches du prescripteur clinicien, et en fait, comment les médicaments sortent ou ils sont détruits. Donc, rapidement, le rôle, on a pensé que dans les GMFU, on a la chance d'avoir des pharmaciens, que le rôle de l'armoire, de la gestion d'armoire à échantillons devrait revenir aux pharmaciens du GMFU et dans un GMF où il n'y aurait pas de pharmacien. Donc, on aurait une personne désignée qui aurait les mêmes tâches. Donc, c'est à la clinique de commander les échantillons qu'il désire avoir, de recevoir et d'entreposer les échantillons dans une armoire prévue à cet effet-là et qui est sécuritaire dans un endroit protégé. Cette personne-là doit vérifier de façon périodique les dates de péremption, puis assurer un inventaire systématique des armoires aux 3 mois, doivent retourner les échantillons périmés à la compagnie pharmaceutique ou à la pharmacie d'établissement. Donc, déjà là, le pharmacien, c'est une tâche qui doit être planifiée à peu près aux 3 mois. Cette personne-là aussi doit diffuser à l'ensemble des membres de son équipe les politiques et veiller les politiques relatives à la gestion des échantillons qui sont opérantes dans son CIS ou CIUS et doit veiller à leur application dans le milieu. Doit rappeler périodiquement les recommandations quant à l'utilisation sécuritaire des échantillons. La nature étant ce qu'elle est, on retombe sur nos vieilles habitudes. Donc, la documentation, l'importance de la documentation, c'est quelque chose qu'on doit rappeler. Il devrait y avoir un rapport annuel sur la qualité de l'utilisation de ces échantillons-là qui est fait au CMDP si on est un GMFU en établissement. Puis, évidemment, dans ce rapport-là, vérifier qu'on assure la conformité avec les politiques. Excusez-moi. Pour le clinicien qui prélève l'échantillon de l'armoire, donc c'est un clinicien autorisé à utiliser des médicaments prescrits. Il doit remettre l'échantillon à l'usager et lui prodiguer les conseils nécessaires pour l'usage sécuritaire. Si c'est une nouvelle prescription, il y a les mêmes obligations que le pharmacien communautaire qui doit rencontrer le patient pour une première prescription. Il doit documenter correctement au dossier de l'usager la remise en précisant la date, le mois, la quantité, la posologie et le lot. Puis, il doit remettre idéalement à l'usager une ordonnance pour ce médicament-là qui est remis en échantillon, qu'il doit lui-même remettre à son pharmacien. Et finalement, remise de l'échantillon à l'usager. L'usager ici, qui devrait en principe être le patient qui consulte à la clinique et pas une utilisation pour soi-même comme clinicien ou pour quelqu'un de notre famille. Donc, les rôles et les tâches des professionnels de la santé en GMF sont bien définis afin d'assurer effectivement un usage sécuritaire des échantillons. Je voudrais juste, avant de parler de la diffusion de ces échantillons-là,
mentionner que ce qu'on a trouvé dans les armoires à échantillons, bien sûr, c'est à peu près 60% de médicaments qui sont disponibles sous ordonnance uniquement et un 40% de l'armoire à échantillons qui regroupe soit des instruments ou des appareillages, comme par exemple des glucomètres, des laits maternisés, des produits qui sont disponibles en vente libre dans les pharmacies. Je n'ai pas insisté sur cet aspect-là de notre enquête dans notre présentation d'aujourd'hui, mais et on n'a pas fait de recommandations claires sur ces produits-là. Mais bien sûr, si ces produits-là sont disponibles en vente libre dans les pharmacies, on peut imaginer qu'il pourrait y avoir une autre armoire qui est dédiée aux produits qui ne nécessitent pas d'ordonnance et dont l'usage pourrait être fait de façon un peu plus libre. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a développé ce document-là résumé à remettre? Bien, en ce moment même, nous sommes à le distribuer de façon large. Le webinaire aujourd'hui du réseau 1 est une des manifestations de la diffusion des recommandations. Les 4 directeurs des rappels vont recevoir le document et vont aussi recevoir un hyperlien pour accéder facilement au document et on les charge de bien diffuser dans les GMFU de leur réseau les recommandations. Les recommandations vont être envoyées au conseiller cadre d'amélioration continue de la qualité du Québec pour en informer les agents de qualité des GMFU. Donc, plusieurs façons de sensibiliser les membres des GMFU du Québec. Plus largement, les recommandations ont été envoyées à la Direction d'amélioration d'exercice du Collège des médecins du Québec, au Collège québécois des médecins de famille et au DRMG, les directions régionales de médecine générale liées au CIS et au CIUS du Québec, où il y a une table des GMF de la région et on espère que le directeur de la direction régionale de médecine générale pourra diffuser à l'ensemble des GMF réguliers qui sont autour de la table, les recommandations. Finalement, les recommandations sont aussi envoyées aux associations, excusez-moi, là, il y a un S de trop, à l'Association des pharmaciens en établissement et au Réseau québécois des pharmaciens en GMF. Et finalement, de façon un peu plus large, nous allons envoyer les recommandations à la titulaire de la chaire d'adhésion au traitement de l'Université Laval, au Comité d'excellence en usage optimal du médicament de l'INES et au RQRM. Et si vous avez des suggestions pour des diffusions à d'autres organisations ou individus, nous serions très reconnaissants de nous en faire part. Alors, voici les 4 articles qui ont été publiés dans le Canadian Family Physician au cours des dernières années. Autant la première étude qui a été faite à l'Université de Montréal dans une de nos GMF et les 3 articles qui sont issus du projet Interrappel qui a été subventionné par le réseau 1, qui a aussi subventionné nos efforts de transfert de connaissances et encore une fois, au nom de toute l'équipe de recherche qui a contribué à la réalisation du projet et au développement de ce guide de recommandations. Nous remercions le réseau 1 pour le soutien en lien avec une question assez originale et qui, on va l'espérer, va avoir un impact sur nos pratiques cliniques quotidiennes en première ligne. Alors, merci de votre attention et je serai très heureuse de recevoir vos commentaires et questions. Vous pouvez nous envoyer vos commentaires directement aux courriels qui sont sur cette dernière diapo ou encore au réseau 1. On se fera un plaisir de discuter avec vous plus avant. Merci beaucoup.